Bonjour à toi, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement Humain, pour ce 8e volet de la série Si j'osais dire mère. Tu le sais, cette série, c'est mon acte politique afin de participer à l'effondrement de ces normes transmises et de sniper ces injonctions tacites liées au rôle de mère. Parce qu'en fait, je rêve d'insuffler auprès de chacune cette envie d'être créative, cette envie d'inventer, d'oser sa propre façon d'incarner sa maternité au plus proche de tes différentes formes d'humanité que tu détiens, recèles en toi. Et aujourd'hui, pour ce 8e volet, je reçois Sandrine Lebrun. Belle découverte à toi. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois dans la série Si j'osais dire mère qui a débuté durant l'été, Sandrine Lebrun. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon appel via un message sur LinkedIn. Peut-être on va quand même commencer à situer globalement Sandrine parce que tu viens quand même du monde de l'enfance. Et donc, je trouve intéressant, on en reparlera à la fin de l'épisode aussi, mais de saisir quelle femme, mais aussi quelle pro, au départ, tu es. Alors, si je te laisse te présenter ce que tu as envie de dire. Ok, merci à toi Audrey. Alors qui je suis, c'est toujours une vaste question qui amène une vaste réponse. Je suis une femme, je suis maman de 3 enfants, donc une grande de 19 ans, mon fils a 15 ans et la petite dernière a 11 ans. Je suis dans ma première vie, je dirais éducatrice de jeunes enfants. Dans ma deuxième vie, j'ai été cadre à la ville de Montpellier, donc plus précisément au CCAS, donc au Centre communal d'action sociale, sur des postes de dirigeante au cœur des politiques publiques d'action sociale. Et puis, j'ai découvert les doulas et ça a amené une autre vie encore dans cette vie-là, puisque je me suis formée moi-même pour devenir doula. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un merveilleux centre de formation très militant et engagé qui s'appelle Envol et Matrescence. Voilà, un super programme. Alors, moi, j'ai envie quand même on éclaircisse ce qu'est une doula, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît encore bien ce métier. Avec grand plaisir. Alors la doula, c'est une accompagnante périnatale et ou postnatale, Ouais. c'est-à-dire qu'elle est vraiment formée pour pouvoir accompagner le parcours de vie qui va, en tout cas pour moi, du désir d'enfant jusqu'à la période postnatale. Donc la doula, elle accompagne les femmes, les couples, principalement à domicile, c'est une des particularités, sur des rendez-vous qui durent en moyenne 1 heure et demie, parfois même 2 heures, une autre particularité, c'est-à-dire qu'on prend le temps. Ouais. Et sur des périodes très singulières, en effet, parce que ça peut être pendant la grossesse, ça peut être au moment de la naissance, ça peut être sur la période postnatale, ça peut être aussi accompagner un deuil périnatal, ça peut être aussi accompagner une maman en difficulté maternelle. Donc on est vraiment là en tant que soutien avec un outil extraordinaire que nous mobilisons qui s'appelle l'écoute active. Je pense Mm. que ça te parle beaucoup. Voilà, l'idée étant de pouvoir offrir aux femmes et aux couples un espace de parole qui soit safe, hein, très sécurisant, bienveillant, où tout est accueilli, en tout cas de façon inconditionnelle au niveau de la parole de l'autre, et bien évidemment sans aucun jugement. Ouais. Et alors, tu as précisé accompagnement aussi du couple, en fait. Tout à On n'est fait. pas du tout, et c'est aussi très intéressant, on n'est pas sur que le focus maman. On est vraiment sur le système du couple parental. Exactement. Donc, on peut être amené à accompagner les femmes solo, Oui. puisque ça reste quand même un état de fait, Mmh. n'est-ce pas, Mmh. plutôt fréquent, l'arrivée d'un enfant et l'impact sur justement le couple conjugal. On accompagne les couples, enfin,
hétéro, homosexuel, etc. Enfin, Tous toutes les... les ouais. parentalités. Et ce qui est génial et important, c'est qu'on laisse de la place à chacun et à chacune. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé en tant que doula d'avoir des rendez-vous avec la femme, d'avoir des rendez-vous avec le coparent qui manifestait un besoin particulier, de pouvoir échanger en tête à tête parce que Hmm, on n'ose pas trop en parler à sa ouais. compagne, etc. Donc, je trouve que c'est très important de pouvoir aussi accueillir la parole de l'autre dans ce parcours-là vers la maternité et la parentalité. Hmm. Merci pour ces explications et cet éclairage. Alors, je trouvais que c'était intéressant, tout compte fait, d'exposer tout ton monde d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas prendre la parole en tant que femme et en tant que mère. Et je trouvais ça très, très chouette. Je suis très attachée au monde du et vraiment de montrer qu'en effet, on peut avoir une vraie passion pour ce monde-là et pour autant avoir eu de grandes difficultés et j'ai envie de dire presque, je dis pour autant et c'est peut-être pas le bon mot parce que je crois beaucoup qu'on est expert de nos ombres et on va écouter ton récit qui n'est pas qui en tout cas ne démontre pas forcément de simplicité ou de flow autour de ce rôle de maman. Donc, tu as dit que tu as 3 enfants. Alors, est-ce que déjà, pour toi, faire des enfants, c'était quelque chose qui te faisait vibrer, c'était évident, tu étais appelée à être mère? Alors, clairement, Audrey, non. Je dirais en première intention, non. Alors, ça peut paraître très ambivalent parce que par contre, j'ai toujours su que j'allais consacrer ma vie professionnelle à l'autre et mon chemin n'est pas un hasard, m'a amené dans mes premiers pas justement à embraser ce métier d'éducatrice de jeunes enfants. Après, de par mon histoire personnelle qui a été quand même très douloureuse avec une histoire de vie euh, marquée par la grande précarité. Ma mère était elle-même maman solo. Elle nous a eu à 15 ans et demi avec ma sœur jumelle. Donc, dans une autre époque, hein, je Ouais. suis de 77, donc c'était pas évident. Donc, elle a été obligée d'épouser mon père, puisque à l'époque c'était comme ça. Et elle s'est retrouvée toute seule à 22 ans avec 4 enfants à élever. Donc, si tu veux, en termes de modèle, moi, je me suis clairement construite quand on dit qu'on se construit en identification de ses parents. Moi, elle a été mon anti-modèle, c'est-à-dire que elle a représenté, en tout cas dans mon adolescence et ma vie de jeune adulte, tout ce que je voulais pas être, Hmm. c'est-à-dire une femme solo qui galère parce que c'est quand même très compliqué et très violent de pouvoir élever 4 enfants solo quand on est dans la grande précarité et très vulnérable et très fragile. Donc ça a été vraiment ma force de vie. Et puis, en fait, Audrey, moi, quand j'étais plus jeune, je crois que vers 8 ans, 10 ans, j'ai entendu un membre de ma famille qui m'a dit, de toute façon, Sandrine, toi, tu finiras à la DAS ou enceinte comme ta mère à 15 ans dans le meilleur des cas. Waouh! Et si tu veux, ouais, ça a été vraiment, ça me donne la chair de poule Ouais, encore ouais, en moi le aussi. disant, ça a été vraiment ma force de vie de dire, ah ouais, ok, Hmm. vous pensez ça, je vais clairement vous montrer, et d'une de quoi je suis capable, et non, je ne vais pas, en tout cas, répondre à cette prophétie à mon égard. Donc, si tu veux, j'ai vraiment eu ce leitmotiv-là dans ma vie de dire, OK, dans ma famille, personne n'a fait des études. Déjà, je suis la première à avoir le BEPC. Alors, le bac, n'en parlons pas. Ouais. Un master de sociologie et d'ethnologie, n'en parlons pas. Un diplôme d'état d'éducatrice de jeunes enfants. Pareil. Donc, si tu veux, ça a vraiment été mon moteur de vie et quelque chose que j'ai engrammé très fort en moi il n'y a pas de déterminisme absolu. Hmm. Tu peux être né dans le ruisseau, avoir connu la violence intrafamiliale, la grande précarité et montrer que tu peux y arriver. Donc après, pour accrocher avec ta question qui était, est-ce que pour moi devenir mère a été une évidence? Par rapport à tout ce que je viens de te partager, clairement non, parce que
Parce que j'avais envie de réussir, parce que j'avais des ambitions, parce que voilà, je voulais me prouver à moi-même et aux autres que je pouvais réussir et être une femme accomplie. Et à ce moment-là, ça passait pas par une maternité, c'était beaucoup plus marqué par mes diplômes, Ouais. par mon salaire aussi, clairement, parce Mm. que déjà avoir un SMIC, c'était Byzance chez moi. Donc non, la maternité a pas été une évidence et ça m'a même toujours fait peur a priori. Ok. Alors, c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est ok. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui rattrape une personne par rapport à ce que tu viens d'évoquer, de franchir le pas, enfin, à franchir le pas, de se dire ok, on fait un enfant. Alors déjà, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon ex-mari. Le point de départ, ça a été cette rencontre. Et puis, tout s'est fait extrêmement vite. C'est-à-dire, je l'ai rencontré en février. En septembre, il est venu s'installer chez moi. En mai, l'année d'après, on s'est pacsé. Et il a commencé à me parler enfant. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, je m'en souviens, j'étais dans ma salle de bain en train de prendre un bain tranquille et il est arrivé à ce moment-là et il a commencé à me dire que voilà, il avait des envies de paternité et si on faisait un enfant, etc., etc., etc. Et je me souviens que dans mon corps, même si le bain était chaud, j'étais plutôt frileuse et à ce moment-là, je lui ai clairement dit que non, enfin, non, euh, non, enfin, ça vibrait pas. En tout cas, ça vibrait pas. Donc, tu étais Et capable, tu étais quand même, c'est intéressant parce que tu étais en conscience, mm, quand même, il y avait une force d'affirmation de dire, ben non, en fait, pour le moment, c'est pas imaginable. mm. Alors, sur le moment, c'est pas imaginable. Et puis, ce qui se passe, c'est que, bah, a posteriori, tu commences à réfléchir. Et tu te dis, j'ai 28 ans, puisque à ce moment-là, je crois que j'avais 28 ans, avec cette fameuse horloge biologique qui tourne, où tout le monde dans ma famille y va de alors quand est-ce que tu nous fais un petit et quand est-ce que tu deviens mère, et puis tu sais, tu devrais quand même t'activer parce que Ouais. peut-être qu'il y aura des difficultés à enfanter, et puis peut-être que ça marchera pas, et puis peut-être que, et puis peut-être que, et puis tu as trouvé quelqu'un. Tu as un appartement, enfin, j'étais fonctionnaire à l'époque puisque je travaillais dans une crèche municipale, donc Mhm. on te fait aussi planer, tu vois, la sécurité de l'emploi. Lui aussi travaillait en CDI, et c'est vrai que tu vois toutes ces injonctions-là, Ouais. l'air de rien, ça vient t'habiter avec une espèce aussi de crainte par rapport en effet à cette horloge biologique parce que autour de toi, tu as des expériences d'amis pour qui ça marche pas tout de suite, pour qui ça peut être très compliqué les parcours d'enfants. Et puis en même temps, faut dire une chose, c'est qu'on est clairement biberonné au Disney et compagnie et aux contes de fées et aux histoires merveilleuses ou pas d'ailleurs, qui finissent souvent par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc si tu veux, quand toute ta petite enfance et ton enfance, tu entends ça, puis même dans les cours de l'école, c'est voilà, c'est tu joues au papa, à la maman et machin truc. Bah, si tu veux, il y a quand même un moment où ça te rattrape, où Ouais. c'est très paradoxal parce qu'il y a une partie de toi qui veut pas y aller et une partie de toi qui dit ouais, mais si jamais ça marche pas, et Hmm. puis si tu regrettes, et puis clairement, il y a aussi le sentiment que la société, ta famille, tes proches attendent de ça de C'est toi ça. comme si c'était une mission absolue pour la femme Ouais. que d'enfanter. Ouais. Ouais, complètement. Il y a un espèce de rouleau compresseur d'une norme, en tout cas, qui nous rattrape. Et peut-être, enfin, je me dis dans ces moments-là, ce truc de comme on est jeune, qui on est pour mieux savoir quelque part. On récolte des propos et peut-être de vouloir aussi tenir compte de ce qu'on nous transmet. Et c'est du coup dur de rester dans son premier choix ou ses premières sensations. Ouais. Alors c'est en effet très compliqué, Audrey. Et puis, je crois qu'on n'est pas engrammé à ça, en Mmh. fait. Tu vois, clairement que ce soit dans l'éducation traditionnelle que moi j'ai reçue, bah,
avec ma mère qui a fait ce qu'elle a pu, bien évidemment, ou même à l'école, qui est, en tout cas à l'époque, c'était quand même très hétéro, centré, normatif. Donc voilà, les cours de bio, c'est un homme, une femme, et puis on fait des enfants. Et tu vois, il y a vraiment toute cette culture-là, patriarcale. Hein, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et heureusement, mais en tout cas pour ma génération, c'était un peu plus compliqué. Et on n'est pas non plus éduqué à ce moment-là à s'autoriser à dire non C'est ça. et à s'autoriser à réfléchir sur est-ce que je le veux vraiment Ouais. et qu'est-ce que ça va impliquer pour moi, pour ma carrière, pour mes envies, pour mon corps de femme. On se pose même pas Ouais. la question en fait, hein. Oui, c'est vraiment la difficulté de qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? C'est-à-dire entre une norme qui peut-être convient à une majorité, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Et c'est là où c'est compliqué de se différencier. Enfin, d'oser aller écouter jusqu'au bout. Parce que pour le coup, toi, tu as un corps, c'est hyper précieux ce que tu livres dans ce bain. Enfin, tu as une connexion très, très nette à ton corps déjà, Hmm. qui, lui, sait. Ben, lui dit non, hein. À ce moment-là, c'est-à-dire question-réponse de façon très spontanée, Mmh. c'est non. Ouais. Et puis bah après, je me fais quand même rattraper par, je dirais, les normes sociales. Et puis je travaille en plus en crèche, donc si tu veux, je côtoie tous les jours quasiment des femmes enceintes, des bébés. Donc Mmh. si tu veux, l'air de rien, ça se distille Oui. de façon très inconsciente et insidieuse, en fait. Tes collègues de crèche, pareil, tu les vois toutes tomber enceintes les unes après les autres. Donc, ouais, il y a un espèce de matraquage, enfin, de quelque chose qui, au quotidien, t'envahit avec des questionnements là, et puis bah, jusqu'au moment où tu dis, bon, bah, ok, on y va, quoi. Ouais. Et aussi, il faut pas oublier quand même, il y a aussi le désir de l'autre, c'est-à-dire le partenaire qui aussi émet un désir. Donc ça aussi, c'est pas simple dans un couple. Bah, il peut y avoir, alors je sais pas si je me suis posé la question de est-ce que je vais le perdre si je dis non? Ok. Et c'est Euh, vrai que ça peut être une question. mais mais en effet, ça peut arriver dans certains couples d'avoir cette crainte-là de si je satisfais pas à la demande de paternité ou de maternité de ma conjointe d'ailleurs, ça peut être dans ce sens-là, est-ce que je prends pas le risque de le ou la perdre, quoi. Ouais. Alors donc, enfin, en tout cas, vous décidez de faire un premier enfant. Et Mhm. puis, je vais m'arrêter aussi parce qu'il va y avoir un deuxième enfant, mais je vais peut-être décaler avec la troisième parce que je sais qu'il y avait une coloration différente. Et Mhm. là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est en fait tout ce qui n'est pas dissible, on va dire quotidiennement, ce qu'on a vraiment des difficultés à pouvoir exprimer sans être jugé. C'est quoi les différents ressentis à partir du moment où tu acceptes ce rôle de mère? En tant que femme, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, je sais qu'il y a une partie grossesse et je veux bien qu'on l'aborde, mais ce qui m'intéresse aussi derrière, c'est vraiment tout le théâtre intérieur de Mhm. les confrontations internes, enfin voilà, de ressentis qui peuvent ne pas du tout coller au discours ou à l'image qu'on veut donner, que nous vend la société en fait. Mm. Alors juste je me permets, je vois le minuteur, il est à 00, Oui, ça enregistre quand même? mais Ah, enfin, je pense, j'espère, oui. Et ça m'est déjà arrivé une fois et normalement c'est bon. Mais en fait, je jongle avec différentes plateformes, donc bon, voilà. non, Normalement, c'est que c'est bon. je m'autorise parce que je Oui, me dis, mince, si ça enregistre pas, non, non, c'est... non, tu as raison, mais normalement, c'est bon. D'accord. Merci. Alors déjà, une fois que j'ai pris la décision, en effet, d'avoir notre enfant, je suis tombée enceinte très rapidement. Donc ça s'est fait en 3 mois, arrêt pilule, 3 mois, comme si OK. ça me laissait pas le temps de réfléchir en Ouais. fait. Donc là, enceinte au bout de 3 mois, la grossesse, ça a été très compliqué pour moi
parce que je ne supportais pas mon corps, enfin la prise de poids clairement pas ok. Quand pareil toute ta vie tu luttes pour avoir un corps à peu près acceptable par rapport à ce que la société en attend. Là, tu te prends 20 kilos dans la tronche, tu as du mal à te déplacer, enfin, les nuits sont compliquées, etc., etc. Donc, physiologiquement, c'est compliqué, physiquement, c'est compliqué, émotionnellement aussi. Ça a été un passage assez complexe pour moi. Et puis, la particularité, moi, pendant ma grossesse, en tout cas pour la première, c'est que lors de mon rendez-vous sage-femme, le premier, on a été amené à parler de notre histoire avec nos parents. Forcément, j'ai parlé de la mienne en disant que j'étais tout à fait au clair. Moi, ça y est, c'est verrouillé, j'avance, etc. Sauf que la sage-femme a, a proposé quand même que je puisse être accompagnée par le réseau périnatal de Montpellier en disant OK, vous semblez être vous compartimentez les choses avec l'histoire avec votre père, votre mère. Mais ça serait peut-être bien que vous puissiez intégrer le réseau. Il y a un pédopsychiatre qui s'appelle le docteur Kojayan, etc. Allez le voir, même si c'est une fois, et puis vous verrez bien si en effet vous en ressentez le besoin ou pas. Et c'est vrai que la grossesse est venue aussi activer pas mal de choses, et notamment le fait que je ne sois pas en relation avec ma propre mère, et j'allais avoir une fille. Donc dans la projection du lien d'attachement, de me dire, mais est-ce que cet enfant, je vais réussir à l'aimer? Ouais. Sachant tout ce que j'ai traversé avec ma propre mère. Donc je me suis dit, allez, vas-y, va rencontrer le pédopsie, puis tu verras bien. Et donc je l'ai rencontré et finalement il en est ressorti deux choses. Ce qui m'a le plus perturbée dans l'histoire, c'est que ma sœur jumelle a été enceinte en même temps que moi. Waouh. Et ça a été très compliqué à vivre pour moi parce que je me suis toujours dit, s'il y a quelque chose que je vais vivre individuellement en tant que femme pour moi, je veux dire, même les jumeaux monozygotes qui veulent programmer des fois de tomber enceinte en même temps, ils n'y arrivent pas. Nous, c'était clairement pas voulu et pas de bol, ça s'est produit. Donc j'ai eu besoin de partager autour de ça. Et bon, ce qui a été facilitant, c'est elle a eu un garçon et moi j'ai eu une fille, Ouais. parce qu'au moins on va pas les comparer. Et la deuxième révélation pour moi, au travers de ces rendez-vous, c'est le fait que je me sois autorisée à poser que je n'avais pas de relation d'amour, enfin je n'avais pas de sentiment d'amour pour ma mère. Et quelque part la culpabilité de dire mais quoi, t'aimes pas ta mère, t'as pas Ouais. sentiment d'amour pour ta mère, pour ton père, mais quel monstre tu es, etc. Et une fois que je l'ai posé avec lui, il m'a dit mais attendez Madame Lebrun, vous n'avez aucun devoir d'amour Hmm. envers vos parents. Et là, vraiment, ça m'a libérée d'un poids et d'une pression où là, je me suis dit, ok, c'est juste ce que tu ressens, et je l'ai posé avec chacun de mes parents, voilà, en ces termes-là. Ils l'ont accueilli comme ils l'ont accueilli, mais en tout cas, moi, ça m'a clairement libérée. Donc, il y a eu vraiment des prises de conscience toute la grossesse, et puis aussi l'injonction. Et ça, pareil, un autre praticien m'a beaucoup aidé dans mon parcours, Hmm. celui qui fait les échographies. En arrivant, là, pour l'échomorpho du 6e mois, question assez banale, il me dit comment allez-vous? Et je lui réponds, pareil, je m'autorise à le faire, je dis j'en peux plus de ces femmes là qui décrivent la grossesse comme la meilleure période de leur vie, avec un état de béatitude, etc., etc. J'ai jamais eu des cheveux aussi beaux et machin truc. Je dis moi, je me sens pas du tout comme ça, j'en ai marre, je me trouve gros, j'ai hâte d'accoucher pour rencontrer ce bébé et clairement, il m'a dit, mais en fait, bon, un petit mot vulgaire que je ne dirais pas, mais il me dit, mais en fait, ce sont toutes des menteuses. Ouais. Et je dis, il me dit, ah bon? Et il me dit, oui, oui, non, elles ont oublié qu'elles ont eu des hémorroïdes, de machin, de trucs. Donc, il me dit, voilà, chaque ressenti s'entend et s'accueille. Et il me dit, en tout cas, bravo de vous autoriser à me dire ça, parce que beaucoup de femmes ne s'autorisent pas à dire que clairement la grossesse, elles en peuvent plus, que c'est compliqué pour elles et pour différentes raisons, hein, parce qu'on n'a pas parlé du boulot, mais il y a aussi ce qui se joue
au travail quand on est enceinte. Et oui, et parce que j'avais perdu aussi beaucoup de poids au Oui, premier trimestre parce que je vomissais beaucoup. Et aujourd'hui, on parle d'hyperémèse gravidique, mais il y a 19 ans, ouais. 20 ans en arrière, on n'en parlait pas du tout. Et si tu veux, j'avais droit tous les jours à des commentaires de autant les mamans de la crèche que mes collègues. Ils disaient, oula, attention, c'est dangereux pour ton bébé, il va avoir un petit poids, mais tu devrais prendre du poids. Sauf que bah, je pouvais pas en prendre puisque je vomissais toute la journée. Donc la grossesse a été une période très particulière. Clairement, j'en garde pas un souvenir mémorable. Euh, L'accouchement a été clairement traumatique, très long, et arrivé à la maternité, en fait, en salle de naissance, même pas en salle de naissance, j'étais même pas à ce stade-là, mais à la maternité, on m'a dit bon, ça va être long. Soit vous restez avec nous et vous êtes sûr d'avoir une chambre, soit vous partez, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir une chambre quand ce sera le moment. Ok. Soit tu es là Oui. avec ton chéri et tu te dis, bon, bah, on va rester, on Mm. va pas prendre le risque, c'est un premier, etc. Donc ça a été très très long. Et puis une naissance clairement traumatique, déclenchée, donc les fameux gestes médicaux en cascade de tampon de propesse, on m'a percé la poche des os, on m'a décollé les membranes, la perfusion d'ocytocine, et puis ça a fini avec le masque parce que j'étais en détresse respiratoire, forceps, ventouse, épisio bien évidemment, et tout ça sans m'expliquer les tenants et les aboutissants. Enfin, consentement, en tout cas, il y a 20 ans, clairement, on n'en parlait pas. Mm. Information, on n'en parlait pas non plus. La loi Kouchner, apparemment, n'était pas très connue. Donc ça a été très, très, très douloureux, hein, et clairement, ce sont des violences obstétricales. Mais à ce moment-là, Audrey, je me suis dit, mais je me suis même pas posé la question de normal, pas normal. J'étais convaincue que toutes les femmes accouchaient comme ça. Ouais. J'avais aucune notion de la physiologie de la naissance. J'étais pas plus informée que les fameux cours de prépa à la naissance que tu fais avec tout le monde. Mm. Voilà. Mais et je suis partie, je me revois partir de la maternité avec Lucie dans les bras et à me dire, mais tu vois, quand même à me poser la question, mais putain, on aurait pu y rester toutes les deux, quoi. Ouais. Tu vois. Et pas, oui, pas de reprise autour de ça, hein, tout compte fait. C'est-à-dire que voilà, c'est vécu, hop, on passe à autre chose, et puis maintenant, occupez-vous bien de votre bébé. Enfin, tu repars de la maternité quand même avec ta petite ordonnance pour la pilule, parce qu'il faudrait pas que tu retombes enceinte. Si tu veux, le petit message de la maternité, c'est-à-dire qu'on croit clairement que après une naissance par voie basse, tu vas reprendre une sexualité, n'est-ce pas, au bout de 3 jours, et prendre le risque de tomber enceinte. Non, mais c'est là où tu te dis c'est complètement aberrant dans le système. Au lieu de te donner des infos sur, bah, si vous ressentez le besoin a posteriori d'être accompagné. On a des psychologues à la maternité, il y a des associations comme Maman Blues, etc., etc. Non, tu repars avec ton Non. ordonnance pour la pilule contraceptive. Ouais. C'est clair que c'est follayant. Et même, j'ai envie de dire, même par rapport à ce corps, enfin, on passe dans, quand même, c'est un sacré passage. Et en fait, ce corps, on repart sans trop savoir ce qui se passe, sans trop reconnaître les contours. Enfin, c'est assez énorme, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est pas évident et c'est vrai que ça me fait penser que j'avais le mariage de ma meilleure amie 3 mois après la naissance de Lucie. Et j'étais même convaincue que après l'accouchement, j'allais retrouver un ventre plat. Donc me voilà dans les magasins à faire, n'est-ce pas, quête d'une jolie robe, et je me revois en train de pleurer dans la cabine d'essayage parce que bah, ça rentrait pas. Mm. Et qu'on te dit pas que en gros c'est 9 mois dedans, 9 mois dehors, enfin pour la récupération de ton corps. Mais pareil, ça a été une douleur pour Mm. moi de me dire, mais je reconnais pas mon corps. Je pensais naïvement que j'allais retrouver mon petit 36 d'avant après avoir accouché, et non, non, ça se passe pas comme ça. Oui, il y a presque quelque chose qui est anti-vivant. Enfin, moi, j'aime bien parler du vivant en soi du respect de notre vivant. Et c'est vrai que tu passes d'une période où presque on t'adule parce que tu es enceinte, ce ventre-là attire toutes les convoitises ou voilà. Et du jour au lendemain, tu devrais, hop,
bien sûr, tout à Mmh. coup, avoir une refonte spectaculaire. Ce qui est juste, quand je t'entends, enfin voilà, je me replonge moi aussi, je me dis c'est juste dingue parce qu'on ne le questionne pas à ce moment-là. Enfin, il y a une espèce de pression, en effet, de l'extérieur qui, bah oui, ça semble normal Mmh. comment glisser dans son jean du 36 ou 38, enfin bref, Mmh, mmh, mmh. peu importe. Ok. Et alors, en tant en tant que maman, c'est quoi les heurts intérieurs, c'est quoi les scuds, j'ai envie de dire, en tant que femme, quand on côtoie, quand on commence à rentrer dans ce rôle qui, en plus, là aussi, n'est pas forcément parce qu'on vient d'accoucher, on est une maman, enfin voilà, abracadabra, on devient une maman. Quels sont les moments où vraiment c'est violent pour toi euh, dans ton vécu? Ah, il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'injonction que j'ai entendue toute ma grossesse et même après de ah oui, mais toi, tu es éducatrice de jeunes enfants, ça va être facile pour toi. Sauf que la réalité de s'occuper des enfants des autres avec qui il y a pas d'affect, enfin, même si, bien sûr, humainement, d'humain à humain, je les considérais comme des humains en devenir, mais il y avait pas d'amour, enfin, tu vois. Bien sûr. Là, clairement, c'est complètement différent avec son propre enfant et je pense que ça vient jouer aussi sur le fait de ne pas s'autoriser à demander de l'aide. Oui. Parce que comme je suis éducatrice de jeunes enfants, je suis censée avoir la science infuse, je dois décoder les pleurs de mon bébé plus facilement. Au niveau de la nourriture, ça doit être facile, etc. La quotidienneté, la gestion de ma vie. Sauf que ça a été une grosse déflagration dans tous les sens du terme. Clairement, mon univers a explosé. C'est-à-dire que il y a eu cette injonction-là. Il y a eu la difficulté aussi de me dire et en fait, de ne pas avoir de mode d'accueil pour mon enfant. Je travaille en crèche, je m'occupe des enfants des autres, mais je n'ai pas de place en crèche pour mon propre enfant. Mm. Ma propre structure ne veut pas l'accueillir. Et la mairie de Montpellier me disait ah mais non, vous n'êtes pas prioritaire parce que vous travaillez pour une crèche dans une autre commune, donc pourquoi vous ne voyez pas avec eux? Donc j'ai dû prendre un congé parental de 6 mois. Alors que tu as compris que déjà à la base tout n'était pas intuitif et naturel, je me retrouve à devoir rester à la maison avec ma fille pendant 6 mois. En plus de ça, à gérer cette question du mode d'accueil, donc à appeler le service petite enfance régulièrement, à avoir cette charge mentale. Donc je goûte avec la charge mentale, n'est-ce pas? Ce que j'avais pas du tout avant quand on n'était que tous les deux, où il y avait vraiment une répartition quand même assez équitable de notre quotidienneté. Là, je me suis moi-même mise dans une situation de tradwife, le truc, mais que je dégueule clairement, n'est-ce pas? Et me voilà à endosser les chaussures, quelque part, de ma mère, à rester à la maison, à faire mon ménage, à m'occuper de ma fille, parce que tu comprends, comme monsieur va travailler toute la journée, c'est lui qui est fatigué par sa journée de travail. Donc je donne le bain, je gère les repas, les courses, tout, les Mm. rendez-vous médicaux, etc., etc. Et c'est là où ça a été la violence dans la violence par rapport à mon histoire et par rapport à ma vision de la femme, parce que je me suis dit, mais putain, je me suis mis moi-même toute Ouais. seule comme une grande un filet à la Ouais, patte. c'est ça, la culpabilité, c'est-à-dire presque de se dire, enfin, ça fait très écho un peu, mais quel neuneu, comment j'ai pu me fourvoyer ou me fourrer là-dedans. Ouais, Ah, clairement, ouais, je me suis fait avoir. ouais, C'est-à-dire qu'en plus de ça, donc, la violence dans la violence de la violence, c'est que bien sûr, je suis en congé parental, donc je n'ai pas de salaire. mmh, Donc, je me retrouve dans une situation où je dois demander à mon partenaire de me donner des sous pour ouais, aller faire les courses, pour aller ci, pour aller mi. Bon, je crois que ça a duré un mois et après, je crois que je sais pas si c'est de lui-même ou si c'est moi ou si c'est nous, on en a parlé. Il m'a fait un virement. Donc ok, tous les mois, il me faisait un virement sur mon compte pour que je puisse être quand même indépendante. Mais ouais, j'ai trouvé ça d'une violence absolue parce que moi qui travaille
depuis que j'ai 18 ans, je suis indépendante financièrement, puisque bon, de toute façon, en grandissant dans la grande précarité, je ne pouvais compter que sur moi-même. Et là, je me retrouve dans une situation à devoir dépendre de mon mec. Et ça a été, mais insupportable. Ouais, la cerise sur le gâteau. Mm. Et en tant que... alors, il y a l'arrivée de ce deuxième enfant, le garçon, enfin, je crois, je ne me trompe pas. Mhm. Et pour le coup, là, dans ce rôle de mère, c'est quoi les moments qui confrontent vraiment, c'est-à-dire en tant que femme libre, entre guillemets, et puis ce rôle où bah, peut-être on s'y retrouve pas. Je te donne un exemple. Par exemple, le fait de... C'est bien de jouer avec ses enfants, mais est-ce qu'on s'y retrouve vraiment à jouer à la poupée ou aux petites voitures? Enfin, tu vois, je parle de choses comme ça parce que il y a mon vécu, puis il y a ce que j'ai entendu des autres qui ont Mm. bien voulu témoigner. Ce truc d'essayer de coller à, pareil, une image de, voilà, la maman épanouie. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où ça frotte pour toi? Bah, il y a plusieurs, moments où ça a été compliqué. Alors déjà, histoire de complexifier davantage les choses, pour le deuxième, forcément, je prends un congé parental plus important, sinon c'est pas drôle. Donc je me retrouve à prendre, je crois que j'ai pris 2 ans de congé parental, et puis en plus je suis revenue à temps partiel. Mais ça, je l'avais déjà fait pour ma première. Donc ça, déjà pareil, ça vient aussi déséquilibrer pas mal au niveau du couple. Donc congé parental, bah, ça veut dire que j'amène Lucie à l'école, puisque donc ils ont 4 ans d'écart, et je me retrouve avec Lucas à la maison. Lucas qui se retrouve avec des problèmes de santé dès la naissance, donc et en plus avec de l'eczéma comme moi, donc la culpabilité, c'est de ma faute, voilà. Je l'ai pas allaité, allez vas-y, autoflagellation, c'est de ma faute, puisque ce petit est intolérant à la protéine de lait de vache, donc ça a été très compliqué. Et après, pour reprendre ton exemple, euh, vraiment, mais ce qui me vient en tête, c'est le parc. Et quand tu te retrouves au parc avec tes gamins et qu'on se regarde en tant que mère, puisque en tout cas à ce moment-là, il n'y avait pas l'avènement des smartphones comme aujourd'hui, et on se regarde en chien de faïence, mais vraiment en mode mais désespéré. Toi aussi, clairement, ça te fait chier d'être là. Donc pour répondre à ta question, non, j'ai jamais eu l'appétence enfin, jouer avec mes enfants, ça m'est arrivé bien évidemment. Et pareil, tu vois, la culpabilité parce que je suis éducatrice de jeunes enfants et je fais des activités, peinture Ouais. et transvasement et tout ce que tu veux avec les enfants de la crèche. Mais justement, comme tu le fais sur ton lieu de travail, le faire à la maison ou le week-end, t'as juste envie de breaker, quoi. Et c'est pas possible. Donc, euh, donc en fait, t'es constamment tiraillé, en effet, entre cette image d'épinal de la mère qui fait un petit fondant au chocolat pour le goûter parce qu'il faut manger naturel et machin truc. Comme beaucoup de parents, je me suis dit, il n'y aura pas de McDo, les jouets en bois. Enfin, il y a le sketch de Florence Foresti qui me vient, n'est-ce pas, et son spectacle Motherfucker qui est Oui. extraordinaire. Et en même temps, la confrontation avec la réalité où, bah oui, moi, ça me fait chier d'aller au parc. Moi, ma grande Lucie ne s'endormait qu'en poussette. Alors, je te laisse imaginer quand il pleut, qu'il fait pas beau et qu'il te faut quand même sortir parce que sinon la petite ne s'endort pas. Et je trouve en fait que c'est super aliénant, quoi. Hmm. Tu vois, tu vois, et je me sens obligée de dire, et avec tout l'amour que je leur porte. Ouais. Tu vois, c'est là où, Ouais. tu vois, c'est comme quand on parle de regret maternel, on a le droit de dire qu'on regrette d'avoir des enfants, ça ne veut pas dire qu'on regrette d'avoir nos enfants et qu'on les aime, enfin, mais tu vois, on se sent obligé de dire, mais je les aime, mes enfants, Ouais. hein, C'est ça. ne me bâchez pas, voilà. Donc il y a plein de moments comme ça qui sont très compliqués. Quand tu te retrouves entre mères devant l'école parce que tu es en congé parental et que voilà, tu papotes devant l'école pendant 1 heure parce que bah, quelque part, tu n'as pas envie de rentrer chez toi parce que tu sais qu'une fois que tu es chez toi, tu es en tête à tête avec un nourrisson et que ta vie sociale, elle est réduite à peau de chagrin. Je crois que c'est ça aussi qui est très violent et très douloureux pour, en plus, quand on a été et quand on est une femme active, que Oui. tout d'un coup, ta vie sociale, elle s'arrête. Ouais. Tout est rythmé par rapport aux besoins de ton bébé.
les siestes, les repas, les rendez-vous médicaux, les besoins de prendre l'air, etc., etc. Et toi, en tant que femme, bah, clairement, tu n'existes plus. La Oui, femme n'existe plus, tu es la mère. c'est Donc, ça. tu es celle qui doit se dévouer corps et âme à ces petits êtres, hein, Mmh. au conjoint qui, lui, va travailler pour apporter les fruits de son travail à la maison. Sauf que clairement, qu'on se le dise, je suis moins fatiguée après 10 heures de boulot Bien sûr. qu'une demi-journée à gérer mes 3 enfants à la maison, quoi. C'est sûr, c'est clair. Alors c'est intéressant parce que tu parles et je vois le temps qui passe, tu as évoqué et ça je trouve ça, important, tu as évoqué le regret maternel qui est encore extrêmement tabou. D'ailleurs je Mhm. mettrai, sous l'épisode les 2 bouquins, il Mm. y a Le regret maternel d'Astrid Hurault-de Ligny et Le regret d'être mère de Orna Donat, que j'écorche pas, Mm. parce que ça c'est extrêmement tabou. Est-ce que c'est Mm. quelque chose, toi, qui à certains moments t'a traversé l'esprit de te dire si j'avais su, je n'aurais pas fait d'enfant? Ah, sincèrement, oui, mais je crois que pour chacun d'entre eux. Je me revois même plusieurs fois avoir fait mes valises, les Mmh. avoir mises devant la porte, et je suis restée pendant 1 heure à pleurer à la table de mon Ah salon, ouais. à me dire, est-ce que je vais oser ou pas Mmh. les prendre? Et je me souviens que mon ex-mari, une fois, est rentré à ce moment-là, a regardé les valises et il est reparti. Il a rien dit. OK. Donc, oui, je me suis posé les questions plusieurs fois sur parce que les conséquences aussi, c'est que ta carrière, elle est ralentie parce que tu prends des congés parentaux, parce que là aujourd'hui, je suis divorcée depuis 6 ans avec un père qui a décidé de prendre ses enfants que le quatrième samedi du mois de 10 heures à 16 heures. Donc forcément, ça impacte mon travail, ça impacte ma vie perso et qu'il y a des moments, je me dis, bah, en effet, quelle serait ma vie sans avoir mes enfants? Et après, à côté de ça, et sincèrement, je me dis, j'en serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui si je les avais pas eus. Ouais. C'est-à-dire, si j'avais pas eu mes enfants, je militerais pas autant pour justement que les postpartum soient accompagnés à la hauteur de ce qu'ils méritent, que les femmes et Mmh. les couples soient accompagnés à la hauteur de ce qu'ils méritent. Je serais pas devenue doula, j'aurais pas créé mon centre de formation en vol et matrescence pour justement proposer ma formation de doula et des formations sur des sujets super importants comme l'handiparentalité, l'accompagnement des naissances traumatiques. Donc, si tu veux, même si, oui, j'ai des moments très compliqués, j'ai eu des moments très douloureux, très violents, mes enfants font partie de moi et font partie de mon parcours de femme et même de chef d'entreprise Oui. parce que je n'aurais jamais accompli tout ce que j'ai accompli et on ne se parlerait pas ici et maintenant si j'avais pas eu mes enfants. Donc, si tu veux, il y a un peu la balance de oui, ma vie aurait été différente. Et en même temps, quand tu parlais d'ombre et de lumière, bah, je le vois comme ça. Oui. C'est-à-dire que la parentalité et la maternité, c'est vraiment euh, un passage empli de nuances avec des hauts et des bas. Après, vraiment, moi, mon combat et mon militantisme, c'est de dire, bon, quand on sait que le suicide maternel est aujourd'hui la première cause de mortalité maternelle en postpartum en France, il est vraiment plus qu'urgent Ouais, merci. d'agir et bah, peut-être de reconnaître les doulas parce que je suis convaincue que c'est un levier extraordinaire bah, pour pouvoir accompagner la maternité et la parentalité en complément bien sûr des sages-femmes et que tu vois quand on sait qu'il y a 30% de la violence conjugale qui se déclenche au moment de la grossesse, qu'il y a 15 à 30% des couples qui se séparent la première année de vie de l'enfant et qu'il y a une femme sur 5 qui fait une dépression maternelle, on Mmh. peut pas continuer de laisser sous silence ces réalités-là. Et c'est pour ça que je communique beaucoup Mmh. autour de ça et que j'aborde des sujets qui sont clairement difficiles comme le viol conjugal en postpartum. Parce que ça aussi, c'est une autre réalité des femmes dans les maternités qui viennent accoucher et qui se font violer par leur conjoint. Voilà, donc c'est ma mission de vie, clairement. Mmh. Voilà, c'est très prenant, c'est très engageant.
il y a des moments très compliqués parce que tu te dis, tu ouvres une porte et puis il y a un autre sujet et puis waouh, etc. Et en même temps, je me dis que je fais comme le colibri, je fais ma part et puis je sème des graines un peu partout et puis il y en a d'autres qui s'en emparent et qui prennent le relais. Et rien que pour ça, je suis heureuse d'être mère et je suis heureuse de faire Ouais. ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ouais, merci, merci d'abord pour tous ces chiffres. C'est hyper intéressant et puis, merci parce que je crois qu'en effet, on a beaucoup dans notre société de mythes entretenus et qui, en fait, nous tuent à petit feu et c'est vrai que c'est pour ça que cette série, j'ai eu cet élan parce que ça parle aussi, de ma propre histoire et de se dire: «Ça suffit, en fait. Soyons, des porte-parole pour, Mm. faciliter cette période si elle est choisie, et puis aussi permettre aussi à des enfants de ne pas subir, bien sûr, et de grandir, on va dire, dans des milieux euh, les plus détendus possibles, les plus créatifs possibles. Donc merci pour ça. J'avais envie, parce que quand on s'est eu en off, tu me disais, voilà, en tant que maman, forcément qu'il y a des fois où on se sent vraiment pas à la hauteur et on se fustige et voilà, et on a l'impression d'incarner tout ce qu'on ne voudrait pas être. Mais il y a cette phrase que tu dis souvent à tes enfants, et ça, je voulais le retransmettre, de dire qu'en fait, rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire Mm. que oui, on fait tous des erreurs, mais qu'en fait, quand on sait revenir dessus et communiquer, ce n'est pas perdu. Et toi, il y a une phrase que tu dis à tes enfants que tu m'as Mm. partagée. Et voilà, je voulais, si tu avais envie de dire ce qui se passe quand avec tes enfants, ça a clashé ou voilà. Ah, après voilà, je suis une humaine comme tout le monde, donc même si je suis portée par l'écoute active et la communication non violente, je pense comme beaucoup de parents, je pète les plombs, n'est-ce pas? Parce que je suis toute seule avec 3 enfants et 4 bestioles à la maison et qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Et mais quand ça m'arrive, j'ai toujours la démarche d'aller vers l'enfant ou les enfants concernés et m'excuser. Hmm. Donc, je suis désolée, je te présente mes excuses. J'aurais pu dire les choses différemment. Je me suis laissée emporter par mes émotions et je te présente mes excuses. Hmm. Et souvent, tout le temps même, ils me répondent, mais maman, c'est pas grave. Tu fais de ton mieux et Ouais. c'est déjà très bien. Et ça, bah, pour moi, c'est une super voie, parce qu'en fait, on montre à nos enfants que on peut faillir. Et Mm. moi, c'est important dans l'univers de Monstrueusement Humain de vraiment montrer qu'en effet, on a plein de facettes, des humanités totalement différentes que l'on contient en nous, qui parfois ne sont pas du tout les mêmes, ont maintes colorations, mais de pouvoir avoir ce dialogue-là et montrer à nos enfants que, ben ouais, c'est pas parce que je suis mère ou père que je suis un dieu et Mm. que je sais mettre un genou à terre ou m'incliner en disant voilà, je fais comme je peux. Et ça, je trouve que c'est un énorme cadeau. Et je voudrais vraiment terminer là-dessus en disant nos enfants, en fait, ils n'attendent pas de nous la perfection. En fait, ils attendent de nous une cohérence ou une congruence. Enfin, voilà, qu'on soit aligné avec ce qui nous fait vibrer, et de dire bah ouais, en fait là. Je sais pas faire, ou je vais m'améliorer, et c'est un vrai cadeau pour eux. Mm. Et donc, je voulais quand même revenir, vraiment pour clôturer, sur, tu l'as déjà évoqué, mais tu as créé Envol et Matrescence, euh, pour accompagner au mieux en fait toutes ces phases Mm. de la vie de parents, enfin je vais dire de mère, mais il y a quand même l'idée de parents. Et donc ça s'appelle Envol et Matrescence. Alors le mot, enfin tu vois, quand je me suis posé la question de la création de ce centre de formation, il y a vraiment eu le mot envol qui est venu à moi parce que tout ce qui touche à la maternité et à la parentalité, il y a l'idée de l'envol. Et matrescence, c'était évident pour moi parce que donc matrescence, c'est le combo de 2 mots, maternité et adolescence, et ça montre vraiment
la puissance et le chamboulement intérieur de cette période-là que nous traversons en tant que femmes. Et on parle aussi de patrescence d'ailleurs pour les hommes. Et Envol et Matrescence est né en 2021 et clairement un centre de formation sans surprise militant, engagé et féministe. Et on a à cœur de proposer des formations pour les professionnels de la petite enfance, de la relation d'aide, de l'accompagnement, enfin toutes les personnes qui s'interrogent en tout cas sur ces sujets-là, avec des formations qui sont engageantes et qui répondent aussi à des besoins de société et des parents. Donc, ça aborde des sujets qui sont en effet pas forcément faciles, comme le deuil périnatal, accompagner le désir d'enfant, la question de l'handiparentalité, la formation de doula qu'on propose. Et puis là, on a lancé une formation de doula postnatale, vraiment ciblée sur la période du postpartum. Donc moi, j'ai besoin vraiment de teinter Envol et Matrescence de mon identité de travailleur social, puisque je suis et je resterai éducatrice de jeunes enfants. Je suis et je resterai dans mon cœur dirigeante territoriale, en tout cas fonctionnaire territoriale, donc portée par des missions de service public, même si je n'exerce plus au CCAS. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment besoin de pouvoir proposer des formations, tu vois, comme autour du cycle menstruel, parce que tu vois, par exemple, la ménopause, on commence à un peu plus en parler, mais c'est encore un autre sujet, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vrai que ça commence à venir, mais il y a encore tellement de méconnaissances. Et moi, je remercie, d'ailleurs, j'en profite, toutes les femmes actuellement qui proposent vraiment des choses autour de la périménopause et la ménopause, parce que, waouh, là aussi, quel vide, mon Dieu, en 2025, à l'heure de l'intelligence artificielle. Exactement. Donc merci beaucoup. Et j'avais envie, pour clôturer aussi, ça c'est pour mon audience, parce que j'ai quand même beaucoup de profils de neuroatypiques dans mon audience, l'étant moi-même. Et je me permets aussi de dire que tu as cette sensibilité alors dans tout ce que tu as ressenti en tant que femme, mais aussi ce feu de œuvrer en grand qui est très, très particulier et propre chez les neuroatypiques. Et on le sent. Et j'avais envie d'éclairer ça parce que aussi pour mon auditoire, dire qu'il y a aussi des professionnels tout à fait identifiés et qui peuvent vous accompagner aussi dans cette spécificité-là, parce que c'est pas rien non plus d'être câblé comme ça avec tout ce à fleur de peau permanent. Voilà. Merci Sandrine. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de fin ou est-ce que c'est juste pour toi? Le petit mot de fin, c'est vraiment une invitation aux femmes à oser. Oser demander de l'aide, oser dire quand ça va pas, oser dire non. Voilà, puisque la maternité et la parentalité, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais soyez convaincus qu'il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui seraient ravies, en tout cas, de saisir cette main et de vous soutenir, quoi. Donc, osez. Merci beaucoup d'avoir osé, toi, témoigner. Merci de soutenir cette série. Et puis, beau chemin. Et merci pour tout ce que tu fais pour les autres. À tout bientôt. À bientôt. Merci encore à toi, Sandrine, pour ce plongeon sans filtre et inspirant au cœur de ton épopée maternelle. Alors toi qui écoutes l'épisode, n'hésite pas à interpeller Sandrine, tu trouveras les liens en dessous l'épisode, à l'interpeller autant sur son témoignage que sur ses larges compétences autour de la maternité ou parentalité. J'espère que ce témoignage t'aura insufflé l'envie d'oser être créative au cœur de ton rôle de mère et de pouvoir solliciter le soutien dont tu pourras avoir besoin. Surtout, souviens-toi
de revenir à toi sans culpabilité. Écouter ce qui se vit en toi, ce qui sait déjà, pour pouvoir honorer et laisser circuler ton vivant, qui lui-même stimulera la vie dans tes différents espaces, dont celui de la parentalité. Alors, surtout, n'oublie pas de partager cette série à qui en aurait besoin, à qui aurait besoin d'entendre ces mots pour s'apaiser et se décomplexer. Enfin, ça fait longtemps que je ne t'ai pas demandé ça, mais n'hésite pas, à travers la plateforme sur laquelle tu écoutes Monstrueusement Humain, de laisser un avis ou des étoiles ou une note pour permettre à Monstrueusement Humain d'être visible au plus grand nombre. Merci à toi. Parmi mes offres, tu trouveras l'interview podcastique pour les pros et les artistes, qui est un outil de com authentique pour ton entreprise, axé sur ton humanité et ta grande vision. Enfin, tu es un particulier et tu as envie de laisser une trace vocale de peut-être ta grande histoire d'amour ou encore de ton aventure en tant que parent, ou enfin de déposer un secret et alléger tes proches et toi-même, eh bien, l'interview Ta foutue vérité t'est aussi proposée. N'hésite pas à me contacter. Sur ce, ciao ciao!